Alors on m'a demandé aujourd'hui de vous exposer en une vingtaine de minutes ce qu'est l'Anthropocène et quels sont les grands chiffres, les grandes données qui font dire à The Economist que nous sommes arrivés dans cette période géologique nouvelle. En d'autres termes, l'Anthropocène, c'est l'âge des humains. Et c'est un moment particulier de l'histoire de la Terre où les géologues estiment que nous avons franchi une étape supplémentaire qui justifie que nous créions une nouvelle période géologique. Alors les périodes géologiques, ne nous mentons pas, la plupart nous sont inconnues et à moi aussi. On connaît vaguement celles où il y a eu les dinosaures, le Jurassique et le Crétacé, mais pour les autres, le Paléogène par exemple, ou le Pléistocène, c'est plus compliqué. Pendant les 12 000 dernières années, nous avons vécu dans une période qui s'appelait l'Holocène et qui était caractérisée par le fait qu'elle avait débuté au moment de la sédentarisation de l'agriculture. Il y a 12 000 ans de cela, les premiers fermiers sédentaires se sont installés sur Terre et cette période de l'Holocène a été caractérisée par une relative stabilité du climat qui a permis le développement de nos sociétés thermo-industrielles comme on les connaît aujourd'hui et qui nous permettent de nous rassembler ce midi à la Grand Poste. Et puis, les géologues estiment que récemment, nous avons changé de période et que nous avons quitté l'Holocène pour arriver dans l'Anthropocène. Alors, ce qui fait qu'on quitte une période géologique pour une autre, c'est toujours un événement marquant dans l'histoire de la Terre. Par exemple, l'extinction des dinosaures ou l'apparition de l'agriculture sédentaire. Ce qui explique qu'on soit arrivé dans l'Anthropocène, ou dire géologues, c'est le fait que désormais, les humains sont devenus les principales forces de transformation de la planète. En d'autres termes, nous sommes devenus plus puissants que les forces telluriques et sismiques en termes de transformation de la planète. Et du coup, ce qui est fascinant avec cette idée de se dire que nous soyons entrés dans l'Anthropocène, c'est que pour la première fois sur une ligne de temps de l'histoire de la planète, nous avons conscience du moment de notre propre extinction en tant que race humaine. Si l'Anthropocène est l'âge des humains, c'est pas compliqué d'imaginer que la période qui succédera à l'Anthropocène, ça sera un âge post-humain, sauf que bien entendu, il n'y aura plus de commission internationale de géologie pour décider qu'on a quitté l'Anthropocène, parce qu'il n'y aura plus personne. Je vous rassure ici tout de suite quant au fait que les périodes géologiques durent quand même généralement au moins 10 000 ans, ce qui laisse le temps à vos enfants et petits-enfants de grandir et de faire des enfants s'ils le souhaitent. Mais quand même, il y a quelque chose de vertigineux à se dire que pour la première fois, nous sommes confrontés à la perspective de notre propre extinction en tant que race humaine. Et ça nous permet aussi, et c'est là l'intérêt politique, sociologique, anthropologique, ai-je presque envie de dire, de l'Anthropocène, c'est que c'est un moment de l'histoire qui nous permet de réaliser l'ampleur des transformations que nous avons infligées à la planète et la place que nous représentons dans l'histoire longue de la Terre. Vous savez certainement que la Terre est vieille d'environ 4,5 milliards d'années et que si on devait ramener l'échelle de la Terre à une journée de 24 heures, l'Homo sapiens apparaîtrait à la 23e heure, 58e minute et 47e seconde, Jules César, 23h59 et 13 secondes, et nous, ici, à la Grand Poste, ce midi, nous sommes à la toute dernière milliseconde de cette journée de 24 heures. Et l'Anthropocène nous force, quelque part, à réfléchir sur l'empreinte que nous allons laisser dans le temps long de la Terre. Jusqu'ici, on avait un peu l'impression que l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitaient
couraient dans des couloirs parallèles sans jamais vraiment se rencontrer, comme si elles étaient dans deux dimensions temporelles différentes. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ont encore beaucoup de mal à assumer cette dimension temporelle de la Terre. Voilà quelques tweets échangés au Nouvel An, l'an 2000. Le dernier est particulièrement savoureux. Merci de vous renseigner. Je laisse le temps au presbyte de lire. Ceci pour dire que la plupart des gens n'ont absolument aucune conscience de ce que nous représentons en tant qu'humains dans l'histoire longue de la Terre. Et donc, il y a encore débat aujourd'hui pour savoir quand exactement commence l'Anthropocène. Certains scientifiques estiment que c'est au moment des bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki et de la dispersion massive de particules radioactives dans l'atmosphère. D'autres estiment que c'est au moment de la colonisation de l'Amérique et donc du mélange des différentes souches de la race humaine en une seule. Et puis la plupart estiment que c'est quand même au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où nous avons commencé à augmenter drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est que récemment qu'on s'est rendu compte de cela. En 1962, il est encore possible pour une compagnie pétrolière, Humble, qui porte assez mal son nom, puisque en 1962, elle se vantait de pouvoir fournir suffisamment d'énergie chaque jour que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Une des très rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. Et ce qui est fascinant, c'est de savoir aujourd'hui que la compagnie pétrolière, dès les années 60, était au courant de l'impact de leurs activités sur le changement climatique, mais en faisant encore, en 1962, une hyperbole publicitaire. Et le problème, évidemment, c'est que 60 ans plus tard, nous commençons à ressentir, dans les pays industrialisés aussi, l'impact de la combustion des énergies fossiles. L'année 2014 a été l'année la plus chaude enregistrée sur Terre depuis l'invention du thermomètre. Un record qui a été battu en 2015, record qui lui-même a été battu en 2016. 2017 a fait presque aussi bien, 2018 très chaud aussi, l'année la plus chaude en France. 2019 a détrôné 2017 et 2020 se place désormais à égalité avec 2016 comme l'année la plus chaude depuis l'invention du thermomètre. Les chiffres pour 2021 devraient être connus d'ici un mois ou deux. On n'est pas face à des années exceptionnelles. Nous sommes face à une nouvelle normalité. Tout le paradoxe de ceci, c'est que les 7 dernières années ont été les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, mais elles sont aussi vraisemblablement les 7 années les plus froides du XXIe siècle. Parce qu'on est sur une tendance qui est absolument irréversible, on le voit assez bien sur ce graphe qui montre différentes latitudes de Moscou à Alice Springs, et chaque ligne verticale montre les anomalies de température pour une année donnée. Les anomalies de température vers le bas, quand il fait plus froid que la moyenne, sont indiquées en bleu, quand il fait plus chaud que la moyenne, en rouge. Et évidemment, jusque la fin des années 90, début des années 2000, la plupart des années étaient soit de bleu, soit de rouge, parce qu'il était très rare, évidemment, qu'une année tombe pile sur la moyenne. Mais on voit très bien qu'à partir de la fin des années 2000, les anomalies de température absolument partout sur la planète sont systématiquement à la hausse. Ce qui veut dire, et ça c'est quelque chose qui est encore très difficile à réaliser pour la plupart des gens, ce qui veut dire que le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. Avant notre mort, je regarde l'âge des différents participants, avant notre mort, nous ne verrons pas les températures baisser. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à enregistrer année après année des records de température. Et je crois que c'est une illusion qu'il faut absolument détruire au plus vite. C'est l'idée que si nous agissons drastiquement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre,
il sera possible de revenir en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Les températures ne baisseront pas, en tout cas pas au cours de ce siècle. Et ça veut dire que ce que nous considérions comme exceptionnel jadis va devenir la norme demain. Et donc il y a un gros impératif, à la fois évidemment d'essayer de limiter les dommages au maximum en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un impératif de nous adapter aux impacts du changement climatique. Vous savez tous très bien que si la Meuse montait encore de 20 ou 25 cm, c'était la Grand Poste qui était inondée. Et donc c'est une grande difficulté dans l'action face au changement climatique et aussi dans la réalisation de ce qu'est l'Anthropocène, c'est la nécessité d'abandonner l'espoir d'un retour à la normale, d'un retour en arrière. C'est là où l'Anthropocène est un concept puissant, c'est qu'il nous indique qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous nous sommes inscrits quelque part dans le cours de l'histoire de la Terre, et donc on ne reviendra pas à l'Holocène. Les températures ne vont pas baisser et le niveau des mers ne va pas baisser non plus. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tout est fichu. Et il ne faudrait surtout pas que ça amène une sorte d'attitude fataliste en disant « à quoi bon si on ne reviendra pas en arrière ?» Ce qu'il est encore possible de déterminer, c'est le niveau de hausse de la température. Si cette hausse sera de 2 degrés, de 3, de 4 ou de 5 degrés. Et ça change tout. Et chaque dixième de degré, chaque tonne de CO2 supplémentaire que nous allons envoyer dans l'atmosphère fait une énorme différence, notamment en termes d'impact pour les populations les plus vulnérables. Mais donc si on présente les choses comme ça se fait parfois dans les débats publics de façon binaire, c'est gagné ou perdu, c'est blanc ou noir, il nous reste 10 ans pour agir et puis c'est fichu, on risque d'aller vers de très très cruelles désillusions, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'éviter la catastrophe, ce n'est plus d'éviter la sortie de route, c'est de limiter le nombre de tonneaux que la voiture va faire. Donc on ne ramènera pas la voiture sur la route. Ce qu'on peut faire, c'est limiter le nombre de tonneaux à 2 ou 3, et avec aujourd'hui les airbags et les équipements de sécurité des voitures, vous avez de bonnes chances de vous en sortir. Sinon, indemne, nos voies vivants, après 2 ou 3 tonneaux, après 10 ou 15 tonneaux, ça devient plus compliqué. Et donc c'est l'enjeu aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à entendre. Et je sais que ça peut avoir un côté un peu pesant et écrasant, mais ça veut aussi dire que tout reste à faire. Passons maintenant à la partie positive et optimiste de l'exposé. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas au niveau des températures? Parce que ces températures sont contrôlées par la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut bien comprendre que les gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère ne disparaissent pas au moment où ils sont émis. Au contraire, ils vont s'accumuler dans l'atmosphère avec une durée de vie, par exemple, pour le dioxyde de carbone, qui est comprise entre 100 et 250 ans. En d'autres termes, l'essentiel du CO2 qui se trouve au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire à peu près 20 km au-dessus de nos têtes, si on pouvait marcher à la verticale, on serait arrivé dans l'atmosphère avant d'arriver à oui. Eh bien, l'essentiel du CO2 qui se trouve au-dessus de nos têtes et qui détermine la hausse de température aujourd'hui, c'est du CO2 qui a été émis au siècle dernier, voire même au 19e siècle. Et comme nous n'avons pas cessé d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que avant au moins 100 ans, les émissions ne vont pas, les températures ne vont pas baisser. Je suis né en 1980 à 337 ppm. ppm, ça veut dire partie par million, c'est l'unité de mesure des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Jusqu'à la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, ce taux de ppm était relativement stable, autour de 280 parties par million. Et puis il a commencé à augmenter de façon très importante au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite tous à essayer de calculer pour votre année de naissance quel était le taux de ppm, c'est un truc que Google vous dira facilement. Moi, c'était 337. Aujourd'hui, on est à 418 à peu près.
Et on sait que pour limiter la hausse de température à 2 degrés, c'est l'objectif de l'accord de Paris, il faut qu'on stabilise ce taux à 450 parties par million. Chaque année, on prend en moyenne 2,65 parties par million. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en maths pour calculer que d'ici 12 à 15 ans, on sera à 450 parties par million. Il y a eu un tout petit ressac en 2020 à cause de la pandémie du Covid, où là, on a augmenté que de 2,3 parties par million plutôt que de 2,65 parties par million. Et donc tout le paradoxe, c'est que en 2020, nos émissions mondiales de gaz à effet de serre ont baissé d'environ 6,5 %, ce qui est la trajectoire requise par l'accord de Paris pour respecter ces objectifs. Et le problème, évidemment, c'est qu'on s'est retrouvé sur cette trajectoire, non pas à cause de choix politiques ou économiques qu'on avait posés, mais à cause des conséquences d'une pandémie que nous subissions et que personne, évidemment, n'a envie de revivre. Alors, la courbe de l'augmentation de nos émissions est déjà assez saisissante quand on la regarde depuis le XVIIIe siècle. La voici quand on la regarde par rapport à l'Holocène. Donc vous voyez à peu près la concentration des gaz à effet de serre au cours des 12 000 dernières années qui ont permis le climat relativement stable de l'Holocène. Et vous voyez très bien sur la fin, ce qui décide, les géologues, a décidé qu'on a changé de période géologique parce que très clairement, on n'est plus dans la même dimension. Et donc la grosse question qui se pose à nous, c'est de savoir comment on va parvenir à freiner, comment on va parvenir à ralentir. Parce que si on regarde nos émissions de dioxyde de carbone, et si on regarde leur évolution sur à peu près 200 ans, de 1800 à 2016, considérez que chaque petit carré que vous voyez à l'écran représente 10 millions de tonnes de CO2. En 1800, on émettait environ 30 millions de tonnes de CO2. 200 ans plus tard, 216 ans plus tard exactement en 2016, on avait multiplié par 1000 environ nos émissions de CO2. Ce qui est stupéfiant, c'est de voir qu'il y a 4 années qui sont représentées à l'écran, mais que si on avait dû représenter à l'écran chaque petit carré de CO2 émis depuis 1800, eh bien j'aurais dû vous projeter 18 diapositives remplies de petits carrés, et tous ces petits carrés sont encore dans l'atmosphère au-dessus de nous. Et donc ce qui est stupéfiant, c'est de voir, et c'est ça une des caractéristiques de l'Anthropocène, c'est ce rythme d'accélération absolument stupéfiant, et aussi évidemment que les équilibres ont changé. En 1960, il y a 60 ans, l'Europe représentait 42% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les petits carrés bruns. En 2016, elle ne représentait plus que 16%. D'ici 2030 ou 2035, ce qui est souvent l'horizon de nos plans climat, ce ne sera plus que 10% environ. Et le problème, c'est que le passage de 42 à 16, 15 ou 10% ne s'est pas fait parce qu'on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais parce que les autres les ont augmentées encore plus rapidement que nous. L'Asie, qui ne représentait que 16% en 1960, ce sont les carrés jaunes, représente désormais environ la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La conséquence de ces émissions, c'est évidemment que la température va monter, c'est aussi que le niveau des mers et des océans va monter. Vous avez ici différents scénarios pour la Belgique et les Pays-Bas en haut et pour le delta du Mékong au Vietnam en bas. Le scénario optimiste à 1 mètre d'élévation du niveau de la mer et le pessimiste à 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. Ça, c'est d'ici 2100. Ça n'a l'air de rien, 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, et on peut se dire aujourd'hui, bon, le rythme est d'environ 3,5 mm par an, c'est insignifiant. Mais il faut réaliser qu'on a un rapport de 1 à 100 entre le niveau d'élévation de la mer et le niveau de retrait du trait de côte. En d'autres termes, sur une plage comme celle de Blankenberg, si le niveau de la mer monte d'1 centimètre, vous perdez 1 mètre de plage. Vous vous souvenez des bagarres sur la plage de Blankenberg au moment du Covid,
Lorsque, à un moment donné, la marée avait monté, la plage était devenue trop petite, les gens étaient les uns sur les autres, il y avait des jeunes avec de la musique, la police est intervenue, il y avait des bagarres à coups de parasol. Il faut réaliser que d'ici 2100, 1 mètre d'élévation moyenne du niveau de la mer à Blankenberg, ça veut dire 100 mètres de plage en moins. C'est considérable. Et ça veut dire que le tourisme côtier va se trouver beaucoup plus limité. Je pense qu'on ne réalise pas encore bien l'ampleur de cela et le fait que ça va littéralement modifier les contours de nos cartes de géographie. C'est-à-dire que le tracé des côtes, des deltas et des continents va se trouver modifié à cause de l'élévation du niveau de la mer. Et là encore, on ne reviendra pas en arrière, le niveau des mers ne va pas baisser. Bon, ça c'est dans l'hypothèse positive. Je vous montre ici le scénario catastrophe. Si toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondaient, ce qu'on ne peut plus exclure complètement aujourd'hui, on estime que le niveau de hausse des mers serait d'environ 65 mètres. Voilà à quoi ressemblerait l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire la partie du globe la plus peuplée. Pour vous donner une idée de par rapport à quoi on se situe dans l'histoire de la Terre, il y a déjà eu des variations du niveau de la mer de cet ordre-là, mais c'était à l'époque de la séparation des continents. On estime qu'à l'époque de la séparation des continents, le niveau de la mer était 80 mètres inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Je parle surtout du climat ici, mais il faut se rendre compte que la notion d'anthropocène englobe l'ensemble des transformations qu'on a infligées à l'environnement. Ça passe par exemple par l'appauvrissement des sols et des mers. On a aujourd'hui en France à peu près 80% des sols qui sont contaminés, soit par des métaux lourds, soit par des produits chimiques. On a un taux de déforestation qui atteint des proportions absolument délirantes. Vous voyez ici une carte qui zoome autour d'une route nationale en Amazonie, la BR 163. Et vous voyez que toutes les parcelles en rouge représentent des aires qui ont été déboisées depuis 2001. Donc sur les 20 dernières années. Pour vous donner une taille de l'ampleur du déboisement, la superficie de la ville de Paris correspond à la petite zone entourée en jaune au-dessus de la carte. Et ici, c'est juste un petit bout de la route nationale BR 163 en Amazonie. On le voit aussi, et je ne vais pas du tout vous déprimer, on boira du vin après. Vous voyez ici aussi l'évolution des captures de poissons, et on parle uniquement ici de la pêche régulée et autorisée, on ne parle même pas de la pêche illégale, ce qui provoque évidemment l'effondrement de la biodiversité au point que beaucoup d'écologues et de biologistes parlent désormais de la 6e grande extinction de masse, à la fois parce que le nombre d'espèces menacées est plus important, mais aussi parce que le nombre d'individus au sein de chaque espèce est en train de diminuer drastiquement. La question qui se pose à nous, évidemment, c'est de savoir, à partir de là, ce que nous pouvons faire. Et là, évidemment, nous avons une responsabilité particulière en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'acteurs de l'économie, parce qu'aujourd'hui, notre économie repose encore très largement sur la combustion des énergies fossiles, de charbon, de pétrole et de gaz. Et le problème, c'est que malgré toutes les initiatives qui vont dans des sens excellents aujourd'hui, nous ne parvenons pas encore véritablement à en sortir. Alors bien sûr, on a développé l'énergie nucléaire, alors bien sûr, on a développé les énergies renouvelables, mais le problème, c'est que ces énergies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont surtout ajoutées aux énergies fossiles. Et alors qu'on devrait être, et c'est ça l'enjeu, alors qu'on devrait être dans une situation où les énergies fossiles sont en train d'être remplacées par les énergies renouvelables ou même par les énergies nucléaires, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on est aujourd'hui dans une situation où les différents types d'énergie se superposent les unes aux autres plutôt que d'être remplacées les unes par les autres. Et donc ce qui est inquiétant, c'est de voir que le mix énergétique mondial,
il n'a pas beaucoup changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est toujours aujourd'hui avec un mix énergétique mondial qui repose à 84% sur le pétrole, sur le charbon et sur le gaz. Dans ce mix énergétique, le nucléaire représente 4%, les renouvelables représentent 11%. Et donc c'est ça l'enjeu en réalité. On s'excite beaucoup aujourd'hui sur la question du gaz, du nucléaire, etc. Est-ce qu'il faut prolonger un réacteur à Tihange ou 2 réacteurs à Doel? Mais la grande question, je suis désolé de le dire, c'est celle-là. Et ce n'est pas une question qui s'arrête aux frontières de la Belgique. Et la question, c'est de savoir comment on fait et donc comment on met les entreprises en mouvement. Et je crois que c'est ça vraiment l'enjeu essentiel aujourd'hui. Et moi, personnellement, ce qui me donne malgré tout un certain optimisme, c'est de me dire qu'il y a encore 5 ou 6 ans, quand j'étais invité à faire des conférences, c'était surtout dans des écoles. Alors c'est intéressant et c'est chouette de parler à des gamins de 15 ou 16 ans, mais d'ici à ce que ces gamins deviennent PDG ou ministres, il va encore s'écouler une vingtaine d'années. Et donc globalement, ça sera trop tard. Depuis 3 ou 4 ans, je suis de plus en plus souvent invité à faire des conférences dans des entreprises. Alors au début, c'était des entreprises plutôt vertueuses, c'était des fabricants de panneaux solaires ou des fabricants d'éoliennes. Et puis ces dernières années, au cours des 1 ou 2 dernières années, je suis désormais invité chez les méchants. Et donc je fais des conférences pour BNP Paribas, pour la régie publicitaire de TF1, etc. Qui sentent aussi qu'il y a une nécessité impérieuse pour elles de changer. Et ça, c'est essentiel. Il y a encore 15 jours, je le disais en buvant un verre, je faisais une conférence pour TF1 Publicité, qui est la grosse régie publicitaire de TF1, et donc la plus grosse régie publicitaire pour la télévision en Europe. Et il y avait des questions des jeunes cadres en disant « Est-ce que c'est encore responsable aujourd'hui de diffuser de la publicité pour des voitures sur TF1 ?» Et donc, il y a une vraie remise en question, une vraie prise de conscience qui se fait aussi, y compris chez des entreprises qui portent une énorme responsabilité dans la situation qu'on a aujourd'hui. Donc, les choses changent. Le problème, c'est que les choses ne changent pas assez vite. Et je pense qu'il y a une sorte de vraie prise de conscience dans un très grand nombre d'entreprises et chez un très grand nombre de citoyens et qu'aujourd'hui, il y a une forme de bataille culturelle qui est gagnée. Tout le monde se rend bien compte que le changement climatique est un problème et qu'il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on se donne encore souvent des objectifs qui sont trop éloignés. Et donc, on se donne des horizons de moyen ou de long terme à 2030, 2035 ou 2050. Mais le problème, c'est qu'on ne se dit pas encore suffisamment qu'est-ce que nous allons pouvoir faire maintenant et immédiatement pour nous placer sur cette trajectoire. Parce qu'honnêtement, si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais parfaitement que je vais continuer à boire et à manger beaucoup trop jusqu'en 2029 et que c'est juste l'année d'avant que je vais me dire « Oh là là, catastrophe !» Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où les gouvernements, mais aussi les entreprises, se fixent des objectifs que souvent, elles sont incapables de suivre. Et que donc, c'est tout le problème des négociations internationales, notamment sur le climat, qui reposent aujourd'hui sur les engagements des gouvernements, c'est que ces engagements ressemblent souvent à des sortes de promesses de nouvel an, c'est-à-dire des choses qu'on promet dans l'euphorie de la COP, et puis dès qu'on est rentré dans sa capitale, on se rend compte que les choses vont être beaucoup plus compliquées. Et le problème, c'est qu'on doit revenir chaque année, et que si on n'a pas respecté ces engagements de l'an dernier, ben forcément on est forcé de promettre beaucoup plus l'année d'après, parce que les limites planétaires et les chiffres physiques, évidemment, n'ont pas changé. Ce n'est pas un problème uniquement pour les gouvernements, c'est un problème pour les entreprises aussi, et je vais terminer là-dessus. Le Financial Times, il y a quelques semaines, a comparé les plans climat de certaines grandes entreprises avec la durée de vie moyenne d'un PDG dans ces entreprises. Enfin, la durée de fonction, hein, pas de la durée de vie. Si vous prenez LafargeHolcim, numéro 1 mondial du ciment, ils se sont fixés un objectif de net zéro d'ici 2050, très bien. Le problème, c'est qu'ils auront épuisé 13 PDG avant d'atteindre le terme de ces objectifs. Et c'est là tout le problème, c'est que bien entendu, on a tendance à passer le problème
au suivant. Et c'est un problème en politique aussi, où les gouvernements ne se sentent pas forcément tenus par les engagements du gouvernement précédent. Et donc il y a un vrai enjeu, et vraiment c'est mon message clé aux entreprises, non seulement à se fixer un horizon de moyen ou de long terme, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de se fixer une trajectoire et de se dire comment est-ce qu'on fait pour y arriver, pas seulement en 2030 ou en 2035, c'est-à-dire dans 5 ou 6 PDG, sauf si vous êtes une entreprise familiale sans actionnaire, vous allez pouvoir durer 10 ou 20 ans. Comment est-ce qu'on se fait pour y arriver, pour se placer sur cette trajectoire dès 2022, dès 2023? Et là, à mon avis, c'est le grand tournant que doivent encore amorcer beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Voilà. C'est à mon avis la manière, parce qu'on peut se désoler et se dire « Oh là là, on est entré dans l'Anthropocène, quelle catastrophe !» Mais c'est une réalité, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, et donc tout l'enjeu, c'est de parvenir à gouverner, à naviguer cette période nouvelle. Et le problème, c'est qu'on a souvent tendance encore à la naviguer avec des indicateurs, avec des objectifs, avec des cartes et des instruments qui datent de l'Holocène. Et donc c'est aussi une invention quelque part à réinventer littéralement les cartes de géographie et les cartes de gouvernance qui nous permettront de naviguer cette époque pour essayer au final de garder la Terre habitable pour tous, ce qui est quand même le grand enjeu de cette affaire.